Donc sur les moteurs de temps, les différentes phases se superposent partiellement car elles doivent se succéder en un seul tour de vilebrequin. Transfert et échappement sont quasiment simultanés et symétriques par rapport au point mort bas puisque le piston, en se déplaçant à l'intérieur du cylindre, découvre les lumières d'échappement et les transferts quand il descend et les referme en remontant. En revanche, l'admission est proche du point mort haut et sa régulation dépend du système utilisé. Cette phase se déroule en même temps que la séquence qui englobe la compression, l'allumage et la détente. C'est d'ailleurs cette superposition de phases qui est à l'origine de la simplicité mécanique des moteurs de temps. Donc cet épisode traitera de ces opérations et des phénomènes physiques mis en œuvre. La phase d'admission. L'air est aspiré dans le carter principalement grâce à la montée du piston et à une série de phénomènes que nous expliquerons plus loin. La durée de la phase d'admission dépend du système utilisé sur le moteur pour la contrôler. L'avance dans cette phase est importante car il faut du temps pour mettre en mouvement la colonne d'air en provenance du carburateur. Une fois lancée, cette colonne progresse sans problème particulier. Néanmoins, il est important de maintenir ce flux le plus longtemps possible pour convoyer le plus de mélange possible jusqu'à passer en surpression par rapport à l'air ambiant. Le système de régulation des différentes phases s'appelle la distribution. Pour les deux temps, le terme de distribution ne s'applique que pour la phase d'admission, vu que l'échappement n'est régulé que par le mouvement alternatif du piston dans le cylindre. La distribution contrôlée par le piston. Le type de distribution le plus élémentaire est constitué par le piston et son mouvement. On appelle également ça la distribution par jupe de piston. Ici, c'est le piston qui ouvre le conduit d'admission lors de la montée comme s'il s'agissait d'une lumière, et qui le ferme pendant la descente. Durant cette phase ascendante, une dépression se crée progressivement dans le carter dans la mesure où l'air passe des transferts dans le cylindre en créant un vide derrière lui. Le mouvement du piston vers le haut ne fait qu'accentuer cet effet de succion. Logiquement, l'air extérieur à la pression atmosphérique se déplace vers la zone de dépression. Si le système a le mérite d'être très simple, il présente malgré tout des limites. Tout d'abord, l'intervalle de temps durant lequel la lumière d'admission demeure ouverte ne doit pas être trop long, sous peine d'engendrer un phénomène de refoulement à certains régimes. Ensuite, cette lumière d'admission est limitée dans ses dimensions car directement dépendante de la course du piston et du diamètre du cylindre. Une lumière trop grande fait chuter la vitesse du flux et donc le rendement volumétrique. L'efficacité du moteur s'en ressent et sa plage d'utilisation se limite au haut régime. Dans sa descente, le piston doit comprimer et déplacer le mélange se trouvant dans le carter tout en fermant la lumière d'admission avant l'ouverture des transferts. Le cas échéant, la compression issue de ce mouvement chercherait à se détendre de la façon la plus simple, c'est-à-dire par le conduit d'admission, occasionnant ainsi un refoulement au niveau du carburateur. On peut alors penser qu'il suffirait de fermer la lumière d'admission juste avant l'ouverture des transferts, ce qui serait une erreur. En effet, dans la pratique, cette fermeture est beaucoup plus anticipée. La raison en est que la compression du piston commence à se faire sentir dans le carter dès le premier centimètre de détente, ce qui impose une fermeture très rapide du conduit d'admission. Heureusement, la colonne d'air profite d'une bonne pression dynamique qui lui permet de contrer cette compression. Plus sa vitesse est importante, plus longue est la durée pendant laquelle elle contrarie la compression en envoyant de l'air dans le carter. Plus le régime de rotation est élevé, plus la pression dynamique est importante et plus longue est la phase d'admission. Mais une fois le moteur en marche, on observe des conditions nettement différentes. Effectivement, si les hauts régimes tolèrent un retard de fermeture, ce dernier est fatal au haut régime car le carburateur refoule le mélange et la puissance obtenue n'est même pas suffisante pour maintenir le régime de ralenti. Avec ce type de distribution, la phase d'admission ne peut être que symétrique par rapport au point mort bas et toute tentative d'allongement de durée aboutit au scénario que je viens de vous décrire. La seule façon d'obtenir un gain de puissance sur ce type de moteur consiste à augmenter le nombre de tours. Il en résulte une plage d'utilisation réduite et un couple inexistant à bas régime. Même en utilisation intensive sur piste, cette solution n'était pas satisfaisante et imposait un nombre très élevé de rapports de boîte de façon à maintenir le moteur dans sa plage d'utilisation efficace. Distribution par disque rotatif. La distribution par le piston étant incompatible avec les exigences de pilotes qui désiraient plus de puissance et une plage d'utilisation plus étendue, les motoristes se sont mis à utiliser un système de distribution composé d'un disque monté le plus souvent sur le vilebrequin et sur lequel est pratiquée une ouverture. Il existe également des montages qui sont perpendiculaires au vilebrequin, qui sont les meilleurs et les plus efficaces, dont certains qui ont l'admission à l'avant et l'échappement à l'arrière. À chaque tour, ce disque ouvre et ferme le conduit d'admission, interrompant alors le flux entrant et le refoulement en phase de compression dans le carter. En faisant varier la longueur de l'ouverture, il est possible d'augmenter la durée d'admission dans le carter. Mais surtout, en la déplaçant latéralement, on augmente l'avance ou le retard. Cette solution technique offre une phase d'aspiration plus étendue, mais aussi asymétrique, ce qui permet une hausse sensible de l'avance. Le conduit d'admission peut alors s'ouvrir dès que les transferts sont quasiment fermés, la dépression dans le carter est maximale à ce moment-là, et se fermer après le point mort haut, juste avant que la compression provoquée par le piston dans le carter provoque un refoulement. On obtient ainsi une puissance optimale haut dans les tours, sans trop pénaliser les bas régimes. La distribution par disque rotatif n'est guère plus utilisée aujourd'hui que sur les monocylindres de kart et quelques motos de vitesse, après avoir été utilisée sur quelques machines exotiques, Suzuki RG500 en 84 par exemple. Il a complètement disparu de la production en série. Pour ce qui est de la distribution rotative, c'est le meilleur système d'admission que l'on puisse avoir sur un deux temps.
Grâce à son diagramme facilement modifiable, son étanchéité et sa possibilité d'avoir des temps d'ouverture asymétriques, les moteurs les plus puissants sont équipés de ce système. Le problème vient souvent qu'ils sont montés perpendiculairement en étant entraînés par le vilebrequin, et c'est là où ça pose effectivement des problèmes, ce qui fait que les gaz entrent par les transferts sur le côté en fait. L'admission devient un transfert latéral. Les distributeurs rotatifs qui sont posés sur les côtés, et non à l'avant ou à l'arrière des cylindres, sont en fait très mal placés. Ils perdent une partie des avantages à cause de la position qui ne favorise pas le remplissage, le balayage des gaz et l'arrosage de la tête de bielle, et du coup sa lubrification. C'est pour ça qu'il a été abandonné pendant des années au profit de l'admission par clapet. Sauf par Aprilia en 250 GP, avec le succès qu'on connaît. Mais les 125 Aprilia et Derby de Grand Prix ont bénéficié, grâce au travail des ingénieurs, qui ont trouvé une solution très intéressante, un système de renvoi d'angle à le placer à l'arrière donc du carter moteur. Le disque rotatif se trouve donc à l'arrière, placé comme une admission normale, juste sous le cylindre. Résultat de l'opération, plus de 55 chevaux et quelques titres de champion du monde. La distribution à clapet. En 1972, Yamaha ressuscite une technique née avant le siècle et qui semblait limitée aux moteurs de kart et au hors-bord, la boîte à clapet. Sur ces motorisations particulières, un clapet lamellaire contrôlait l'admission dans le carter en s'ouvrant alors que la pression dans le carter moteur avait déjà baissé et que le piston avait fermé les transferts. La seule dépression engendrée dans le carter par la montée du piston suffisait alors à ouvrir le clapet. La problématique de l'époque se résumait à l'unique matériau disponible pour la fabrication des clapets, la fine tôle d'acier. En effet, une lamelle trop fine avait une faible durée de vie et entrait rapidement en résonance, ce qui la rendait inadaptée au haut régime. À peine un peu plus épaisse, cette lamelle devenait trop rigide et ne s'écartait plus suffisamment. Par ailleurs, en comptant sur la seule dépression créée dans le carter, le temps d'admission était trop retardé. En effet, les clapets ne s'ouvraient pas instantanément, mais demandaient au moins un millième de seconde pour le faire. C'est peu, mais il faut considérer qu'à 10 000 tours minute, un tour de vilebrequin ne dure que 6 millièmes de seconde. De ce fait, le pic d'admission maximal est retardé après le point Moreau. Les ingénieurs de chez Yamaha découvrirent alors que la seule façon d'ouvrir les clapets plus tôt était de tirer profit des ondes de résonance, ces ondes qui apparaissent dans le bas moteur et dans le cylindre lorsque les lumières d'échappement, de transfert et d'admission s'ouvrent en même temps. Les motoristes japonais ajoutèrent alors un autre transfert, une troisième lumière en aval de la boîte à clapets, débouchant directement en face de l'échappement. Les résultats ne se firent pas attendre, le moteur se remplissait en bas et gagnait en puissance maxi en haut. Plus tard, le matériau des clapets évolua et on passa du métal à la fibre de verre, puis plus récemment au carbone. La durée de vie des clapets a donc gagné en longévité, mais surtout les clapets ont désormais un module d'élasticité supérieur. Cette technique est employée par tous les constructeurs, sans exception, même si d'autres solutions sont utilisées dans des cas plus spécifiques. Le principal avantage de la distribution par clapet est de s'autoréguler au niveau de l'avance et de la durée par rapport au régime de rotation, car elle est dépendante des dépressions du carter et du cylindre, lesquelles varient en durée et en intensité en fonction du régime et de l'ouverture du boisseau du carburateur. En définitive, plus le régime est élevé, plus la durée d'admission s'allonge, tant à l'avance qu'au retard. Quant à la hausse de puissance, elle n'est pas uniquement due au fait que les clapets autorisent une plus grande quantité de mélange à l'admission, ce gain de puissance résulte aussi de l'apparition de ce troisième transfert en face de l'échappement. Grâce à lui, la durée de l'ouverture des clapets d'admission est automatiquement allongée proportionnellement au régime moteur. On profite alors de la dépression engendrée par l'évacuation rapide des gaz de combustion, puis de l'effet ramjet dans le conduit d'admission. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est que l'effet ramjet et que vous vous sentez un petit peu perdu, vous inquiétez pas, tout ça sera expliqué dans les épisodes à venir. J'essaye de trouver une certaine logique dans la présentation, mais je ne peux pas tout vous mettre d'un bloc, donc voilà, on va faire étape par étape. Ne vous inquiétez pas, le ramjet, on y viendra, on fera certainement un épisode unique sur le ramjet, je verrai ça. La colonne de mélange en mouvement continue à passer à travers le collecteur jusqu'à ce que la pression dans le cylindre d'abord et dans le carter ensuite dépasse la pression dynamique dans le conduit. Les progrès dans l'utilisation des matériaux, les divers types de fibres de carbone et autres composants modernes, l'apparition de clapets à section différenciée et les revêtements de boîtes type Viton pour amortir les fermetures des clapets présentent de gros avantages en termes de robustesse et de régime autorisé. Aujourd'hui, les boîtes à clapets sont surdimensionnées pour pallier au manque de rendement qu'elles avaient en termes de puissance pure. Leur étroitesse et la présence des barrettes de support et des lamelles avaient tendance à diminuer le remplissage. C'est pour ça que maintenant on a augmenté les surfaces de passage des gaz et donc le volume des boîtes à clapets modernes. Mais bien plus que son volume, c'est la matière que l'on rajoute à l'intérieur et la forme qu'on donne à cette matière qui va rendre la boîte à clapets plus performante. Les clapets ont fait beaucoup de progrès et les ingénieurs se sont aperçus que pour anticiper l'ouverture des lamelles, il faut favoriser le flux direct admission-échappement en favorisant le transfert arrière et adaptant le pot de détente. Ça demande beaucoup de mise au point. Mais avec le disque rotatif, qui est un système mécanique beaucoup plus noble, on peut bénéficier d'un effet de surpression dû à l'onde créée par la fermeture brutale de l'admission. C'est l'effet cadenassis, qui oblige à utiliser des carbus très étroits. Bon, pareil, je vous ferai un épisode sur l'effet cadenassis, je
ne faudrait pas que cette vidéo là soit trop lourde et trop chargée. Donc ce transfert arrière qui a été rajouté est adapté pour le pot de détente afin qu'il puisse aspirer directement les gaz par le carbu en plus d'un premier passage classique dans le carter. C'est là que le pot de détente trouve tout son potentiel. Et c'est le secret du remplissage des deux temps modernes à clapet. Les deux temps à clapet modernes arrivent à des puissances égales à celles des années 70 mais avec un régime moteur inférieur d'un tiers, ce qui suppose une énorme augmentation du remplissage. Et ça grâce au pot de détente plus les clapets. Ceci n'est pas sans évoquer le principe du pulsoréacteur, qui est le plus ancien moteur de temps sans aucune partie mobile. La phase de transfert. La phase de transfert correspond au moment où le mélange contenu dans le bas moteur est poussé à l'intérieur du cylindre par la pression générée lors de la descente du piston. Le mélange est transféré dans une autre partie du moteur, d'où le nom de transfert pour cette phase et les passages par lesquels il passe. Cette étape du cycle de temps ne peut être que symétrique. Le piston découvre les lumières de transfert lors de sa descente puis les referme en remontant. Les paramètres déterminants sont la forme des transferts, leur dimension, leur nombre et la forme des lumières. La hauteur de ces dernières fixe la durée de cette phase. Il est primordial de garder à l'esprit que le remplissage du cylindre n'est pas seulement dû à la compression de la descente du piston, mais par-dessus tout à la dépression élevée présente dans le cylindre après l'échappement. Cette fonction est d'ailleurs très importante et, comme nous le verrons par la suite, commence avec la phase de transfert. Une fois que le piston a atteint son point le plus bas, le transfert de mélange ne cesse pas pour autant. En effet, les diverses colonnes d'air mises en mouvement ne s'arrêtent pas instantanément, le ramjet et la résonance participant au travail. Le transfert continue donc même lors de la montée du piston et ne prend fin qu'à la fermeture complète des lumières, la phase de compression. À partir du moment où toutes les lumières d'admission sont fermées, la phase de compression commence. En théorie, cette étape commencerait une fois la lumière d'échappement recouverte par le piston, mais dans les moteurs modernes où le pot de détente a un rôle essentiel dans la création d'une onde de pression positive au moment où la lumière d'échappement se ferme, la compression commence dès la fermeture des lumières d'admission, voire un peu avant. La compression est une phase importante car sans elle, point d'explosion, tout juste un petit incendie dans le meilleur des cas. En revanche, lorsque le mélange est bien comprimé, les molécules d'air et de carburant sont plus proches et la température croît plus rapidement. Ce n'est que sous ces conditions que l'étincelle de la bougie pourra allumer le mélange. Retirez le segment du piston pour s'affranchir de la compression et même avec une étincelle d'1 cm de long, vous n'aurez jamais d'explosion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les moteurs usés ont tant de mal à démarrer, même bien réglés. Explosion et détente. La bougie allume le mélange avant le point Moreau. L'explosion commence et se poursuivra après le point Moreau. Elle continuera durant la première partie de la descente du piston accompagnée d'une détente progressive des gaz brûlés. L'explosion et la détente doivent être contrôlées et progressives de façon à exercer sur le piston une poussée continue, au moins jusqu'à l'ouverture de la lumière d'échappement. Si l'explosion se produit trop tôt, elle s'opposera à la rotation du vilebrequin. Si à l'inverse, elle survient trop tard, la combustion et la détente se poursuivront jusque dans l'échappement, entraînant un gaspillage de mélange qui ne servira pas au travail efficace. Phase d'échappement. Cette phase commence après l'explosion et la détente des gaz. Vu la conformation de la lumière sur la face interne du cylindre, l'échappement ne peut être que symétrique par rapport au point mort bas. En effet, la lumière s'ouvre lors de la descente du piston et se referme à la montée. C'est la plus longue des phases et elle se déroule en même temps que la phase de transfert, interagissant donc avec lui. Sa durée influence largement les caractéristiques de fonctionnement et la plage de régime utile du moteur. Les dispositifs inventés pour modifier la durée de la phase d'échappement ont conduit à des progrès inimaginables. Tout en conservant les dimensions physiques de la lumière d'échappement, ces systèmes jouent sur la forme et les dimensions instantanées de la lumière. C'est ainsi que certains moteurs sont équipés d'une valve rotative, sorte de vanne de régulation qui ferme partiellement la lumière à bas régime et s'ouvre progressivement à mesure que le régime croît. Dans d'autres, cette soupape s'ouvre sur une chambre de résonance le long du conduit d'échappement. La réponse du système est alors modifiée et s'accorde sur des fréquences plus basses afin d'obtenir une meilleure extraction des gaz, même au régime les plus bas. Dans le cas du fameux moteur EXP2 de Honda, la valve est également synchronisée avec le régime moteur, mais d'une façon particulière.
Après un allumage classique par bougie, le moteur fonctionne en auto-allumage grâce à une toute petite partie des gaz d'échappement restés enfermés dans la chambre de combustion. Astucieux et novateur, ce système qui nécessite un nombre très élevé de capteurs et une gestion électronique hyper sophistiquée offre un niveau d'émissions polluantes très réduit tout en offrant une bonne puissance. Le seul problème, c'est que le moteur est devenu du coup aussi complexe qu'un 4 temps. La phase de balayage. Le fait que les phases d'échappement et de transfert aient lieu en même temps engendre une phase intermédiaire dite de balayage. Les gaz frais entrants balayent la chambre de combustion et éliminent les gaz de combustion résultant de l'explosion précédente. Par le passé, ce balayage revêtait une importance toute particulière car le rendement des systèmes d'échappement était trop faible. Pour éliminer totalement les gaz de combustion, on avait donc recours à de véritables compresseurs qui, en injectant la charge fraîche, poussaient effectivement les gaz brûlés vers l'extérieur. Aujourd'hui, l'importance de cette phase est toute relative car la détente engendre un effet de succion optimale et suffisant pour extraire les gaz de la chambre de combustion. Seuls certains moteurs, comme ceux de hors-bord qui sont plus simples de conception, ne bénéficient pas de véritables pots de détente et nécessitent un bon balayage. Pour favoriser cette phase et éviter le calage, ces moteurs sont équipés de pistons d'une forme particulière, dit à déflecteur. Voilà, c'en est fini pour cet épisode 3, donc comme d'habitude, je vous remercie beaucoup, et puis n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, un petit partage, et puis à plus, tchuss. Et n'oubliez pas le Tipeee pour les plus mordus, on a plein de surprises à vous préparer.